Donc, bienvenue à tous. Donc, on va essayer de faire court, même si le sujet est très dense sur l'agilité à l'échelle. Qui dit agilité à l'échelle inclut agile. Donc, bien sûr, pour ceux qui ont fait les formations Scrum, les formations agiles, eh bien, vous allez tout de suite vous repérer puisque on a un tronc commun, en tout cas, sur l'agilité. Donc juste en bref pour me présenter, donc je suis Sylvie-Jeanne Labrosse, je suis consultante formatrice et coach, en mission auprès de grands établissements pour aider à la transformation agile en tant que coach, et je dispense régulièrement des formations notamment SAFE, agilité à l'échelle, pour Actinium, donc depuis maintenant pas mal d'années. Voilà, donc j'ai une culture projet, Scrum bien sûr, Lean Six Sigma et puis les formations PMI. Donc en gros, ce que je vais vous montrer ce soir, enfin essayer de vous présenter assez brièvement, c'est déjà pourquoi est-ce qu'il faut passer à l'échelle. Donc pourquoi l'agilité à l'échelle? Quel est l'intérêt en fait que ça présente? Comment en fait on représente l'organisation agile à l'échelle? Donc du coup, quelles sont les structures organisationnelles dont on a besoin? Je vous ferai donc part de mes retours d'expérience, mais je vous dis tout de suite, je suis intarissable sur le sujet, donc il faudra m'arrêter. Et puis on parlera, si vous êtes intéressé, justement du parcours formation et certification. Donc si vous souhaitez passer les certifications, notamment SAFE, d'agilité à l'échelle, qui est aujourd'hui le cadre de référence, le premier cadre d'agilité à l'échelle. Et puis on terminera donc par les questions-réponses. Ça vous va, globalement? Je vous fais juste petit tour de table. C'est bon pour tout le monde? Parfait. Ça va? Très bien. Alors, donc, pourquoi l'agilité à l'échelle? Alors déjà, on passe en général à l'échelle dès lors qu'on a plus d'une équipe agile. On parle souvent de faire des scrums de scrum, c'est-à-dire finalement coordonner donc, plusieurs équipes agiles entre elles. Donc du coup, on va scale agile, donc on va effectivement pratiquer l'agilité à un plus haut niveau pour permettre de façon agile la coordination des équipes elles-mêmes. Il s'agit toujours de framework, on est en agile sur des cadres d'organisation, c'est-à-dire pas des méthodologies, mais donc en fait on va prescrire des rôles, des cérémonies, un ensemble d'ingrédients en fait qui vont faire que eh bien on va pouvoir plus facilement en fait conduire les projets, on va plus facilement arriver à des résultats grâce en fait à cette stratégie d'organisation. Donc je vous ai parlé de SAFE, donc, qui est le premier cadre de référence, qui donc, signifie Scaled Agile Framework. Le petit E vaut pour entreprise. Voilà, c'est aussi pour faire l'acronyme SAFE, voilà, c'est du sûr, et qui est un cadre de référence de pratique du Lean et de l'agilité à l'échelle. On verra que Lean et Agile sont de plus en plus convergents. Dans le dernier Scrum Guide, on a vu voir donc émerger la pensée Lean dans le Scrum Guide, et SAFE se proclame Lean Agile, donc les bons principes du Lean et les pratiques de l'agilité. Les autres cadres d'agilité à l'échelle sont, enfin il y en a plusieurs. Il y en a des plus légers, par exemple LESS, donc qui est le cadre d'agile à l'échelle de Scrum Alliance. Nexus, qui est le cadre d'agile à l'échelle de Scrum.org, donc l'école de Ken Schwaber. Et puis le modèle ouvert en fait de Spotify, qui est donc en open source, donc c'est l'entreprise de musique que vous connaissez, qui met à disposition donc son modèle d'organisation. Et puis tout à fait dernièrement, donc PMI, donc le Project Management Institute, qui a formulé donc le Discipline Agile, également un cadre, donc des bonnes pratiques en fait pour l'agilité. Donc on voit que tout ça est en grande effervescence. J'ai envie de dire, si vous êtes consultant, on a un boulevard. Nous consultants, on a énormément de travail en ce moment. On a beaucoup de transformations à l'échelle en fait à conduire, puisque au-delà des équipes IT, évidemment, et la tendance c'est de vouloir embarquer en fait tous les maillons en fait de l'entreprise, donc tous les maillons de la chaîne, qui permettent de produire finalement plus rapidement et de façon plus collaborative. Donc collaboration à travers un grand nombre d'équipes agiles,
les cadres donc, qui se veulent essentiellement fondés sur les bonnes pratiques pour les praticiens, et puis donc la pensée du lean, agile, et system thinking, c'est-à-dire en fait on va avoir une approche systémique, une approche globale à l'échelle de l'entreprise. C'est toute l'organisation qui est concernée. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Voilà les promesses qui sont faites par l'agilité à l'échelle. On nous dit, vous allez pouvoir, grâce à l'agilité à l'échelle, être 50% plus rapide, time to market. Et c'est vrai que quand on regarde bien, les cycles de développement déjà en agilité, qui sont incrémentales et itératifs, nous permettent de délivrer plus rapidement des produits au départ un peu basiques, hein, dans leur forme MVP, dans leur forme minimale, qui vont être élaborés de façon itérative, améliorés de façon continue. Donc du coup, plus rapide sur le marché, je vais donner un exemple. Si on prend donc nos applications sur nos smartphones, si vous allez, par exemple, vous avez une bonne idée, vous avez envie de délivrer cette application sur les stores, donc que ce soit Android ou iOS. Donc vous allez vous saisir de cette bonne idée et vous allez rapidement développer un produit basique qui fonctionne et qui est original, innovant. On va chercher beaucoup d'innovation. Que vont faire donc les utilisateurs? Ils vont évidemment être séduits par l'idée et ils vont installer en fait cette application. Pourquoi vous allez être plus fort que votre concurrence? Parce que déjà vous êtes le premier à avoir eu l'idée, la concurrence va certes vous copier, mais vous gardez une longueur d'avance parce que vous allez avoir le feedback des utilisateurs qui va vous enrichir pour construire en fait des fonctionnalités supplémentaires, de procéder à différentes améliorations et donc garder toujours une longueur d'avance sur votre compétition, sur la concurrence, et du coup peu de chances que les utilisateurs désinstallent votre application pour en installer une autre. Donc en fait cette stratégie time to market, c'est vraiment capturer des parts de marché. On est clairement en fait dans du marketing, hein, on est vraiment pur business. Et donc, il nous faut l'appareil de production pour pouvoir servir ces enjeux time to market. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut évidemment plus de qualité. On va parler de built-in quality, de la qualité intrinsèque. On va construire des choses simples mais solides. Pas buggées, pas de trous dans la raquette. Donc, on va veiller beaucoup en fait à la réduction des défauts. C'est la raison pour laquelle on est très lean. Hein. En lean, pour ceux qui connaissent la culture lean management, c'est vraiment la culture de la qualité. On vise pratiquement le zéro défaut, hein, le Lean Six Sigma, donc zéro défaut, très grande qualité, pour ne pas avoir à perdre du temps et faire des reprises en fait sur les produits. Plus de productivité, 35% d'augmentation de productivité. Pourquoi? Parce qu'on va travailler en ligne, c'est-à-dire en chaîne de valeur. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur? C'est de pouvoir finalement servir depuis une idée jusqu'à sa livraison, de bout en bout de la chaîne, de façon lissée. Hein. D'où les principes également de Kanban, donc le Kanban qui nous permet de travailler en flux tiré et du coup de lisser ce qu'on appelle le work in progress, hein, c'est-à-dire le travail en cours, pour ne pas créer de goulet d'étranglement. Donc plus de productivité parce qu'on est clairement en fait sur ces concepts-là. Et plus d'engagement, plus de motivation de la part des employés, des collaborateurs, parce que beaucoup plus de travail en équipe, beaucoup plus de satisfaction à finalement grandir ensemble, à avoir des résultats ensemble, à apprendre, et donc du coup beaucoup plus de satisfaction au niveau collaboratif. Donc ça fait pas mal d'intérêt, vous voyez que du coup, ce qui nous pousse en fait à aller vers l'agilité à l'échelle. Donc ces stratégies time to market, plus rapides déjà sur le marché, donc on est les premiers, donc on est innovant. Donc dans les stratégies agiles en général, on a des initiatives originales en fait qui vont faire partie et qui vont être priorisées dans les portefeuilles de projets. Et puis on va être capable en fait de livrer rapidement et de livrer de façon itérative avec toutes les améliorations pour satisfaire le client. Alors, à quoi ça ressemble une organisation agile à l'échelle? Alors, si on part de l'organisation classique, on trouve, notamment dans les grandes entreprises, beaucoup d'organisations qui sont hiérarchiques, très silotées, et du coup, avec un management assez
finalement directif, hein, très souvent, et qui laisse peu de place finalement à une communication transverse entre les départements et du coup une certaine lenteur en fait pour adresser les problématiques du terrain qui doivent systématiquement remonter pour redescendre au niveau de la décision. Donc une prise de décision qui est souvent finalement lente. Donc l'idée, et ça c'est pas nouveau, hein, c'est Michael Porter dans les années 80 qui l'a initié, on va s'organiser en chaîne de valeur. Et là vraiment, un des grands fondamentaux de l'agile à l'échelle, si on veut mettre l'organisation en agilité à l'échelle, c'est une transformation des structures, de structures qui vont devenir, au lieu d'être verticales, pyramidales, transverses, pour servir donc une demande de client et satisfaire cette demande de client de bout en bout de la chaîne. Donc, du coup, on va effectivement aller prendre dans les silos en fait, de l'organisation toutes les compétences, et donc quand on parle d'équipes pluridisciplinaires, donc toutes les compétences qui nous sont utiles pour pouvoir livrer donc, un produit ou un livrable. Donc, cette chaîne de valeur, business, elle peut également être servie par ce qu'on appelle des chaînes de valeur de développement. Donc ça, c'est aussi un enjeu en fait de l'organisation à l'échelle, c'est de mettre en place des chaînes de valeur business et de servir ces chaînes de valeur business par des chaînes de valeur de développement. Je m'explique. La chaîne de valeur de développement, elle va servir un client interne. Hein, si par exemple je prends le maillon de cette chaîne de valeur business, opération 3, eh bien, peut-être que pour cet opérationnel-là, je vais avoir besoin d'un peu de comptabilité, de RH, de communication, donc de services généraux, qui vont donc composer une chaîne pour servir de support, en fait, hein, c'est les activités de support au sens de Michael Porter, mais organisées également en chaîne de valeur avec un client interne. Donc du coup, tout le monde dans l'organisation, finalement, directement ou indirectement, sert le client. Donc nous sommes centrés sur le client, nous sommes customer-centric. C'est un des grands concepts aussi de l'agilité à l'échelle, c'est d'être customer-centric, centré sur le client. Ça fait notamment partie des mission statements des grandes entreprises, telles que Amazon ou Tesla. Donc du coup, on a ce type d'organisation avec des communautés d'experts. On va avoir par exemple à position équivalente des communautés transverses qui vont se former, donc soit par exemple par fonction, soit par tout simplement par type de projet ou type d'intérêt, donc qui est également très très bien décrit dans Spotify. Spotify appelle ça des guildes, donc en fait des communautés transverses, des chapters, donc quand on est effectivement sur la même fonction, et puis les équipes agiles qui sont des tribus, donc un ensemble de squads donc, qui forment les tribus agiles. Donc voilà, il y a tout un ensemble de vocabulaire hein, qui va avec, selon le référentiel que vous utilisez. D'ailleurs, il ne faut pas se tromper, il faut pratiquement faire des équivalences de vocabulaire quand on travaille dans un référentiel ou dans un autre. Mais les principes sont là. On transversalise toutes les structures. Donc du coup, pour récapituler, on a un client au centre, des chaînes de valeur donc opérationnelles business, des chaînes de valeur de développement qui viennent servir en fait les chaînes de valeur opérationnelles, et puis on a évidemment la gouvernance, le management stratégique qui enveloppe le tout, hein, et tout le monde est focus en fait sur le client et on se synchronise en fait pour développer donc l'intérêt du client. Donc voilà ce que ça nous donne en SAFe. Ça peut vous paraître complexe à première vue. Si vous allez sur le site web en fait de Scale Agile Framework, donc SAFe, vous allez trouver donc en page d'accueil ce grand poster qui nous dit absolument tout en fait sur les artefacts et les cérémonies, tout ce qu'il faut mettre en place comme rôle pour pouvoir faire émerger en fait cette organisation à l'échelle. Alors cette organisation, elle est en plusieurs couches. D'ailleurs, on n'est pas du tout obligé d'implémenter toutes les couches en même temps. On démarre en général par une couche essential. Donc la couche essential, c'est celle que vous connaissez déjà avec Scrum. Donc vous avez des teams agiles composés en fait donc d'un product owner, hein, donc qui va
prioriser un backlog donc d'items, qui va bénéficier d'un Scrum Master pour faciliter le travail de l'équipe et résoudre les problèmes, et puis d'une équipe pluridisciplinaire avec aussi bien des personnes qui produisent, qui développent, que des personnes du marketing, du business, qui font partie également de cette anciennement appelée équipe de développement. Donc, qui va, en fait, c'est ceux qui produisent, en fait, pour une équipe donnée. Voilà. Alors, cet Agile Team, en fait, donc c'est une équipe, mais on va en avoir plusieurs. Donc, on va avoir plusieurs équipes, jusqu'à 10 équipes, puisque finalement, l'ensemble des équipes agiles, on va appeler ça le train. Donc, on embarque un train. Et un train, ça peut être 10, 12 équipes agiles, donc qui vont fonctionner sur la même cadence. Qu'est-ce que ça veut dire la même cadence? C'est-à-dire que toutes les équipes auront les mêmes cycles de production, les mêmes sprints. Donc tout le monde démarre en même temps, même sprint, tout le monde finit en même temps, même durée de sprint. Et puis on va avoir des événements communs, notamment dans un sprint un peu particulier qui clôture 4 sprints. On a un 5e sprint qui s'appelle le sprint d'IP, donc Innovation and Planning, qui va nous permettre en fait de nous poser, de réfléchir ensemble, d'innover et de planifier donc les 4 sprints suivants. Donc on fonctionne en petits cycles de sprint et en plus gros cycles itératifs qu'on appelle le PI, c'est-à-dire le programme incrément. Un programme incrément, c'est tout simplement 4 sprints plus un sprint, donc pour pouvoir arriver à sortir une release, donc un produit, en général, donc du coup dans le trimestre, on arrive à sortir quelque chose. Voilà. Excusez-moi. Alors évidemment, pour pouvoir coordonner ces équipes agiles, on va avoir besoin en fait de rôles en coordination. Et là, on va retrouver, pareil, en fait, un peu le même genre de structure agile. On va piloter ce qu'on appelle un backlog de features. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un backlog de features? C'est comme un product backlog, sauf que les items qui sont dans notre product backlog sont un peu plus gros et sont destinés à être décomposés par les product owners dans leur team backlog. Donc, le product manager, c'est comme un product owner, sauf qu'il est en fait à l'échelle, et à l'échelle donc de la feature et non pas de la user story. On va avoir également donc quelqu'un qui va faciliter le travail des Scrum Masters, qu'on appelle le Release Train Engineer, c'est-à-dire le chef du train, Release Train Engineer, le train étant donc l'ensemble des équipes agiles, pour faciliter notamment les synchronisations de Scrum Master, donc faire des Scrum de Scrum. Et puis on a un système architecte qui va s'occuper en fait de toute l'infrastructure, de l'architecture de la solution, et qui va du coup être le pendant des équipes techniques pour pouvoir sourcer en fait leurs requêtes techniques. Donc vous voyez qu'on a un trio, de la même façon qu'on a Product Owner, Scrum Master, équipe, eh bien on a Product Manager, RTE et Système Architecte. Et nous conversons avec le métier, donc les Business Owners sont les représentants du métier qui vont donner les exigences, qui vont nous aider à faire le design, la conception du produit, en étant bien sûr customer-centric, et en appliquant notamment les bons principes du design thinking. Voilà. Donc voilà pour l'essentiel de la mise à l'échelle. On peut imaginer avoir besoin donc d'avoir plusieurs trains. Admettons, si je suis en train de développer un ERP, dans mon ERP, j'ai la comptabilité, donc ce sera un train compta, puis je vais avoir un train paye, puis je vais avoir un train donc gestion commerciale. Évidemment, ces différents modules, ces différents trains, vont être interdépendants puisqu'ils forment le même ERP. Donc là, je parle de large solution. Et là également, sur ce niveau de large solution, je vais avoir des rôles pour coordonner les trains. Donc là, ici, on coordonne des équipes et là, on coordonne des trains. Donc, un train, c'est entre 50 et 125 personnes. Donc, plusieurs trains, vous voyez, ça peut chiffrer, faire des grosses équipes avec donc un Solution Manager, un Solution Train Engineer et un Solution Architect. Et donc, on opère donc un backlog en fait, de très grosses features qui vont être également priorisées et distribuées dans les différents trains. Et puis, on ne s'en tient pas que là, puisque c'est toute l'organisation qui est concernée,
eh bien, c'est toute la stratégie de l'entreprise qui va reposer en fait sur cette traduction opérationnelle. Donc, du coup, pour aligner la stratégie à l'opérationnel, on va également avoir des stratégies de portefeuille en agile avec un niveau portfolio. Et dans le niveau portfolio, on va trouver donc un enterprise architect qui est en fait, on pourrait dire le CEO de l'entreprise ou le comité de direction, voilà, donc le comité stratégique, qui va décider de thèmes stratégiques. Et ces thèmes stratégiques vont être portés par des épiconneurs, les épiconneurs qui vont du coup transmettre sur le terrain, notamment ici au business owner, les KPI, qui vont transmettre la vision, qui vont transmettre du coup les budgets, les ressources nécessaires pour conduire les projets. Donc vous voyez que tout cela est extrêmement bien huilé et c'est ça qui est par rapport à d'autres cadres, la raison pour laquelle on aime bien SAFe, c'est que c'est assez simple, c'est assez logique. Il y a du coup des repères qui sont bien marqués pour pouvoir s'y repérer et du coup implémenter plus facilement. Donc voilà, en gros, je répondrai à toutes vos questions par la suite, mais voilà, sachez que tous les pictos, derrière tous les pictos en fait de ce poster, si vous allez sur le site de SAFe, il y a des explications en fait sur ce que ça représente et ça nous montre bien en fait la façon dont on doit s'organiser à l'échelle de l'entreprise complète. Donc aussi bien au niveau le plus haut, au niveau top management, CODIR, comité stratégique, au niveau de coordination en fait, de train, qui eux-mêmes sont en coordination de plusieurs équipes. Donc, alors, on a l'air de voir comme ça, on se dit, ah bah tiens, ah bah là, ils nous ont remis des couches, et ça, c'est un des écueils retour d'expérience. On se dit, chouette, on va pouvoir remettre des couches hiérarchiques parce que l'agilité, il n'y avait plus trop de titres hiérarchiques, on ne sait plus trop où on se place. En fait, ce n'est pas du tout l'idée. Il faut bien comprendre que on a cette notion de servante leader, c'est-à-dire qu'on a un product manager qui est au service des product owners pour coordonner et faciliter le travail des product owners. Le solution manager est au service des product managers et la stratégie, donc évidemment, va éclairer la route, va donner la vision pour pouvoir mieux comprendre ce qu'il y a à faire. Donc il ne faudrait pas croire qu'en fait on est en train de remettre des couches avec des chefs, des sous-chefs, etc. Ce n'est absolument pas le cas. C'est simplement une organisation, en fait un peu poupée russe, on va dire, qui nous permet en fait de tout embarquer donc, et de bien servir la stratégie de l'entreprise. Donc voilà, donc du coup ce train qui va permettre en fait de réunir des personnes qui sont de silos différents, des gens du business, du product management, peut-être de la technique, aussi bien logiciel ou matériel, de la qualité, du test, de la conformité, des opérations, de la sécurité. Et puis on va avoir tout ça, donc des équipes avec leur Scrum Master, leur Product Owner, des Product Managers, des RTE, donc qui vont faciliter le tout, des Business Owners. Donc tous ces personnes en fait vont constituer le train et délivrer donc toutes les 10 semaines, c'est-à-dire le temps d'un PI, une nouvelle release, donc une nouvelle mise en production d'un produit qui va sans cesse donc être amélioré. Pour pouvoir se coordonner, notamment dans SAFe, on a un événement, un rituel qui est la pierre angulaire en fait de toute cette coordination, qu'on appelle le PI Planning. Le PI Planning, c'est une réunion de 2 jours donc, où tout le monde vient. Donc, avant le Covid, nous étions tous en présentiel, sauf les équipes offshore. Mais voilà, il y a un maximum de personnes présentes en fait sur le site pour pouvoir travailler donc leur backlog autour des tables, échanger donc sur les interdépendances entre les équipes et réaliser un tableau de synthèse complet en fait sur l'ensemble des livrables qui vont sortir pour le prochain PI, c'est-à-dire à quel moment on sort tel ou tel item, à quel moment ce sera opérationnel. Et on sait qu'au bout, en fait, on aura quelque chose qui est parfaitement opérationnel, intégré, testé par l'ensemble des équipes. Donc, du coup, c'est un très, très gros travail de coordination. C'est passionnant. C'est 2 jours
qui sont très denses, qui sont animés bien sûr par le RTE, donc le Scrum des Scrum, hein, qui va assurer cette coordination. Donc, tout le monde est présent pour répondre aux questions. Le Product Manager qui va présenter son backlog de features, les équipes qui vont se saisir de features, aller les décomposer à leur table, remplir leur backlog, en fait, leur team backlog, leur product backlog, les PO qui vont évidemment prioriser, les équipes qui vont estimer les efforts. Donc, il y a énormément de choses qui se passent pendant ces 2 jours et à l'issue, l'ensemble en fait, de l'Assemblée pratique un vote de confiance. Donc, si on y croit, on met 5 sur les doigts, 4, 3, puis tant qu'on n'est pas tout à fait dans le consensus, on retravaille le plan, on réfléchit, on fait de nouvelles hypothèses pour qu'on arrive à un consensus et tout le monde adhère au plan pour les 10 semaines à venir. Alors, retour d'expérience. Alors, il y a donc c'est pas Safe qui a inventé la maison du Lean, ça vient vraiment du Lean Management et quand on fait des formations en Lean Management, on a pratiquement le même visuel. Mais en fait, les principaux écueils viennent que cette maison, malheureusement, n'a pas été construite solidement. Il y a déjà une base, il y a déjà un socle qui est le Lean Agile Leadership, c'est-à-dire un management qui doit être formé à l'agilité, au principe de l'agilité, et qui se comporte comme tel et qui partage les valeurs de l'agile. C'est un des points d'accompagnement du changement qui est sans doute difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'habitude, parce qu'on ne peut pas en vouloir aux managers de manager de la même façon qu'ils ont eux-mêmes été managés. Donc c'est une véritable révolution, ça peut faire peur. Et donc, il y a énormément de réflexes, de nouvelles habitudes en fait, à acquérir pour ce leadership, en se comportant notamment comme servant leader. Donc, bien comprendre que finalement, le manager, il est au service de son équipe pour la faire réussir et il n'est plus, en fait, seulement, en tout cas, dans le comment des contrôles, c'est-à-dire finalement cette posture un peu autoritaire, donneur d'ordre, qui vient contrôler les résultats une fois qu'ils sont terminés. Donc, il y a quand même du contrôle en agile, puisqu'on se voit à la fin de chaque sprint pour assister en fait à la review, où l'équipe montre en fait les résultats qu'elle a produits. Et puis, on a la rétrospective pour pouvoir dire ce qu'on a à dire, pour pouvoir éventuellement donc, proposer des axes d'amélioration et enrichir en fait toute notre expérience des leçons qu'on a pu tirer. Donc ça c'est un premier point. Donc du coup, un des principaux écueils, c'est le management non formé ou sinon vous allez avoir des managers qui vous disent non mais c'est bon, moi je suis agile de toute façon, je fais le grand écart sur mon planning, il n'y a pas de problème. Ils n'ont pas tout à fait compris en fait ce que voulait dire agile. Le manque de vision, ça c'est le toit. Donc, est-ce qu'on a la vision? Souvent, on me dit, là aussi retour d'expérience, c'est pas grave, on est en agile, on verra bien, on s'adapte. Sauf que s'il n'y a pas de vision, c'est-à-dire qu'en fait, si on ne sait pas de façon assez macro la finalité en fait du projet ou la finalité l'objectif du produit, eh bien, on va faire refaire des choses aux équipes, c'est-à-dire on va leur faire casser des choses pour reconstruire parce que l'idée n'était pas claire. Donc, comme je dis toujours, en fait, si on a décidé de construire une pomme, on ne va pas livrer une poire à la sortie. La pomme, par contre, elle va pouvoir s'améliorer, s'adapter au fur et à mesure qu'on obtient du feedback en fait, de nos consommateurs, de nos clients, etc. La pomme peut être rouge, verte, jaune, peut prendre différentes couleurs. Elle peut être plus ou moins amère ou sa saveur va pouvoir être un peu différente. Voilà. Donc, plus ou moins de pépins. Voilà. Donc, il y aura pas mal d'attributs en fait, qui vont se discuter, mais ça reste une pomme. Le problème, c'est que vous allez voir, vous allez souvent avoir des projets en fait, qui sont lancés comme ça avec le « on verra bien ». Troisième point, retour d'expérience aussi, manque de culture collaborative. Donc ça, le travail en silo, on va avoir
souvent, et je le vois aujourd'hui hein, sur les équipes que je coach, souvent les problèmes viennent de la composition des équipes. On n'a pas créé des équipes pluridisciplinaires. On a fait des équipes de clones, hein, on a fait des équipes de spécialistes. Donc, tel problème, c'est un problème infra, alors ça va aller dans l'équipe infra. Et puis, tel autre problème du design, on a une équipe de designers. Ce n'est pas du tout, en fait, la stratégie. Donc, du coup, la collaboration, elle va moins se faire. Et ce qui se passe, c'est que en ayant cette structure d'équipe, au lieu d'être pluridisciplinaire, d'être hyper spécialisé, vous allez avoir donc une tendance au multi-projet. Le multi-projet est un ennemi pour l'agilité. Hein. Déjà, quand on est en multi-projet, faut nous expliquer comment on fait 3 délits dans la journée, c'est-à-dire 3 briefs de 15 minutes pour chacun des projets. Enfin, ça va quand même nous manger une bonne partie de la journée. C'est pas possible. Hein. Donc, du coup, on préfère des équipes dédiées, on préfère des équipes full-time, des équivalents temps plein, ou en tout cas que les choses soient claires pour être suffisamment focus en fait sur le produit à livrer et faire partie, avoir une appartenance à l'équipe, quitte à faire des choses qui ne sont pas forcément dans notre spécialité. On recrute des profils T-shape, hein, c'est-à-dire des profils qui ont cette capacité d'avoir une expertise, mais aussi de la polyvalence pour embrasser finalement un certain nombre de sujets. Donc cette culture de la collaboration, elle est vraiment essentielle. Autre écueil et retour d'expérience sur des chaînes de valeur qui ne sont pas en place, hein, c'est-à-dire ou pas lissées. Donc on n'a pas du tout cette organisation en fait de bout en bout de la chaîne. Un exemple très flagrant, on parle aujourd'hui de DevOps dans les services informatiques, qui est la capacité en fait à faire travailler les développeurs et les opérationnels pour mettre en production. Eh bien, c'est vrai que si chacun, si on n'a pas une chaîne de valeur en fait de bout en bout et si chacun reste finalement sur son petit périmètre, eh bien, ça ne va pas fonctionner. Et on aura effectivement une vision plutôt projet qu'une vision produit, c'est-à-dire je fais ma part en fait de tâches, mais je n'ai pas une vue et je ne participe pas suffisamment donc du coup au produit final visé. Voilà. Donc ça c'est donc vous le voyez dans les piliers de la maison, hein, on a le respect pour les gens et la culture avec évidemment ces partenariats à long terme basés sur la confiance, du flux au niveau de la chaîne de valeur et un pilier innovation, du temps et de l'espace pour innover. On ne peut pas demander aux gens d'être innovants si ils ont la tête sur le guidon, on les charge à bloc et du coup, évidemment, pas le temps de regarder ce qui se fait ailleurs ou de réfléchir ou de faire des nouvelles hypothèses. Et puis, du coup, des processus d'amélioration un peu en surface, hein, c'est-à-dire on ne cherche pas vraiment à régler les causes profondes des problèmes, on agit un peu rapidement, donc sans démonstration, sans fait probant en fait sur ce qu'on peut mesurer comme facteur de progression. Donc cette maison du lead, elle est vraiment essentielle en fait dans la culture, hein, dans la transformation pour la mise à l'échelle. Difficultés courantes pour l'implémentation, on l'a dit, hein, donc conduite du changement auprès des managers, mais pas que. Également conduite du changement pour les collaborateurs. Tous les collaborateurs n'ont pas forcément envie de devenir agiles. Ça peut être assez confort d'attendre les ordres du chef et de dire si je me plante, de toute façon, c'est la faute du chef qui aura pas du coup ciblé ce qu'il fallait. Donc, du coup, pour les collaborateurs, c'est aussi plus d'autonomie, hein, du coup, avoir cette capacité d'initiative, de responsabilisation, de solidarité d'équipe, et puis, donc, du coup, d'avoir un support de leur manager, hein, d'aller demander le support du manager à bon escient quand il y a besoin de ressources, quand il y a besoin de débloquer des problèmes. Donc ça, c'est effectivement l'appel au manager. Deuxième écueil, très souvent, je peux donner des exemples concrets. On va dire, tiens, on va citer Airbus.
chez Airbus, ils ont décidé que le sprint d'innovation et planning, ce ne serait pas 2 semaines, ce serait qu'une semaine. Donc une semaine seulement pour avoir le temps d'innover, d'intégrer, de pouvoir documenter, de pouvoir faire la rétrospective des 4 derniers sprints, de pouvoir donc évaluer les objectifs, de pouvoir donc faire la rétrospective de ce qui a bien fonctionné et pas bien fonctionné avec l'ensemble des équipes, et puis faire le PI planning. Donc tout ça en une semaine, c'est très 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 court, hein, et ce qui fait que finalement, passe à l'as l'innovation et la concertation, la préparation du PI planning, se poser donc suffisamment pour faire une bonne rétrospective, etc. Donc chaque fois qu'on fait des compromis, hein, et pour ceux qui pratiquent Scrum, hein, on le voit, hein, ceux qui disent finalement on fait notre daily meeting, on le fait que 3 fois par semaine, on le fait pas tous les jours. Bon, on va le payer parce que forcément, on n'aura pas un Kanban à jour, on aura forcément des décisions plus lentes, on aura des obstacles qui seront plus lentement résolus. Ou bien si on décide de dire oh, la rétro, nous on n'est pas concernés, de toute façon on dit toujours la même chose à la rétro. Là aussi, on le paye, hein. C'est clair que ceux qui font pas les rétrospectives, il n'y a pas d'amélioration. Et puis, il n'y a pas cette dynamique. La rétrospective, c'est un moment qui doit être festif, hein, qui doit justement nous permettre de célébrer la fin d'un sprint et du coup trouver en fait un nouveau souffle, une énergie en fait pour attaquer un nouveau sprint. Cadre hybride et confusant. Je vais dire le cas de la Société Générale, pour citer des noms, qui ont fait des mix, mais ce n'est pas les seuls, hein, mix de Spotify et de Safe. Alors du coup, il y en a partout, hein, c'est-à-dire on va avoir du vocabulaire avec des rôles Spotify, du vocabulaire avec des rôles Safe, plus des choses inventées, ou du agilité à l'échelle by L'Oréal ou by Orange. Vous allez avoir toutes les déclinaisons. Et donc, chacun y va de sa sauce. Le problème, c'est que on se retrouve avec plein de rôles. Alors, certains trouvent ça très bien parce que pour les grilles RH, hein, ça permet de faire voilà, des systèmes hiérarchiques ou de grades qui vont bien, mais qui veulent rien dire. Donc, les gens sont perdus, ne savent pas, en fait, ne comprennent pas ce qu'ils ont à faire, ont très peur et c'est pas clair. Donc, ça ne sert à rien. Donc, la façon dont j'ai trouvé en fait, pour contourner le problème, je propose en général que les gens gardent leur titre. Hein. Si on est chef de projet, on reste chef de projet, pourquoi pas, ou directeur de programme, ou peu importe, mais on endosse le rôle de product owner ou de product manager pour ce projet-là. Hein. Comme ça, on évacue le souci RH et feuille de paye et on sait exactement dans le cadre du rôle que je dois jouer, quelle est ma mission. Et là, ça devient clair. Donc, ne pas confondre le rôle et la fonction, ça, c'est aussi très important. Du coup, ça m'amène au 4e point, assignation de rôle pas réfléchi ou pas clair. Très souvent, parce que c'est arrangeant, puis que les RH ne sont pas forcément formés à l'agile, et encore moins à l'agilité à l'échelle, on se dit, tiens, il y a un directeur de programme, bon, les directeurs de programme, qu'est-ce que ça donne en safe? Ça sonne bien, ça va être product manager. Sauf que un chef de programme ou un directeur de programme et un product manager ne font pas du tout le même job. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, quand on fait une transfo agile, il faut regarder en fait, évidemment, le contenu demandé par les différents rôles dont on a besoin et faire un recrutement interne hein, pour voir la personne qui a les meilleures dispositions pour faire le rôle. Malheureusement, c'est souvent des copier-coller hein, très rapides. On dit voilà, on match. Allez, tous ceux qui étaient chefs de projet, ça devient des product owners. Tous ceux qui étaient ci deviennent ça. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une catastrophe parce que là aussi, les gens sont finalement pas contents parce que comprennent pas ce qu'ils ont à faire, ils sont rejetés par leurs équipes, ça marche pas. 5e point, des outils disparates et peu adaptés. Alors là, on a tout. Hein. C'est vrai que
Chacun y va aussi de son petit outil. Bon, c'est bien que les équipes d'un train travaillent avec le même outil. Bon, en général, le standard aujourd'hui, c'est quand même Jira. Après, on n'est pas contre que ce soit autre chose, hein. DevOps sur Azure, Microsoft, c'est très bien aussi, mais pas 40 outils différents, puisque là, à ce moment-là, évidemment, pour échanger, pour mettre en commun, c'est compliqué. Sixième point, des outils de mesure de performance erronés. Les managers ont cette obsession de savoir si les équipes sont suffisamment utilisées, voire surutilisées. Quand les gens sont surutilisés, hein, on a l'air d'être content, de dire ah, les gens bossent bien quand même, ça c'est bien, ils bossent bien. Sauf, et puis on va vous dire, ah, mais on va calculer les points de vélocité. Les points de vélocité, c'est donc les nombres de points d'effort qu'on embarque dans les sprints. C'est un mauvais KPI. Hein. Le meilleur KPI, c'est bien sûr la satisfaction client, notamment donc l'atteinte des objectifs en fin de sprint sur la review. Hein. Et là, ce qui est bien, c'est que dans Safe, on rétablit un peu la balance puisque c'est prévu. Hein. Donc, du coup, d'avoir la vélocité, c'est l'affaire de l'équipe. Elle embarque le nombre de points qu'elle pense pouvoir prendre. Ce n'est pas une mesure en fait de performance. Par contre, on va regarder la satisfaction sur les objectifs. Donc, on fera noter les business owners en fait sur leur satisfaction à avoir réalisé tel ou tel objectif qui est présenté. Et au final, évidemment, manque de communication, manque de sens, manque de préparation. Donc, retour au numéro 1, bien sûr, du coup, une conduite du changement qui se fait trop tard. Hein. Souvent, on lance le train, parce qu'il faut lancer un train, mais on n'est pas prêt. Hein. Les gens n'ont pas été formés, les rôles n'ont pas été correctement donnés. Voilà, on n'a pas compris ce qu'il fallait faire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une progressive maturité des équipes agiles. Il y a des étapes à consolider. Première étape, c'est déjà de vous assurer que vous avez des équipes agiles. C'est-à-dire que déjà, on maîtrise Scrum. Hein, si on n'a pas Scrum, si on n'a pas Scrum Kanban ou XP, peu importe, mais si on n'a pas déjà un fonctionnement en équipe agile, on ne peut pas faire de l'agile à l'échelle. Ça paraît évident ce que je dis, mais si vous saviez le nombre de cas où des entreprises foncent directement, on se met à l'échelle, ça n'en est déjà même pas agile, quoi. Donc, du coup, c'est un gros problème. Donc, quand on a ça, donc on a bien compris, on a la maison du Lean, on a le manifeste agile qui est bien compris et pratiqué, là, on peut créer un train. Donc, on peut créer un train, c'est-à-dire la coordination d'équipes agiles, voire éventuellement la coordination de plusieurs trains, donc en solution. Et puis après, on va créer ces chaînes de développement que j'ai dit tout à l'heure, donc avec par exemple des services généraux, le marketing, les RH, la finance, qui vont se joindre. Donc là, c'est toute l'organisation en stade 3 qui devient agile et qui fonctionne avec les mêmes principes. Donc, on a tendance à faire des radars, hein, donc on fait en fait des compétences en fait pour mesurer la maturité agile. Donc, est-ce qu'on a cette agilité sur les équipes? Est-ce qu'on sait délivrer de façon agile? Est-ce qu'on a des solutions agiles? Est-ce qu'on gère notre portefeuille de façon agile? Est-ce qu'on a un leadership agile? Est-ce qu'on est organisé de façon agile? Est-ce qu'on a une culture en fait apprenante, en fait, culture de l'apprentissage continu? Voilà. Donc ça, ce sont les 7 compétences clés de SAFe qu'on mesure donc très régulièrement pour avoir un baromètre et espérer en fait qu'avec le temps, évidemment, ce radar grandisse. Voilà, j'en ai fini pour cette brève présentation. Je vais vous laisser aux questions. Mais juste pour dire un petit peu, donc, du coup, quelles sont les formations et certifications qui sont proposées. Donc, sur l'agilité à l'échelle, donc avec notamment votre OPCO Atlas, donc l'organisme qui finance les formations, a choisi SAFe. Parce que c'est aussi un peu le standard du marché. Et avec Actinium, donc, nous proposons une formation Leading Safe qui permet d'avoir donc du coup toutes les bases, une grande ouverture en fait sur Safe. Donc du coup qui permet donc d'obtenir la certification Certified Safe Agilist.
Il y a ensuite des formations spécialisées, donc consultant, Scrum Master, Advanced Scrum Master, DevOps, Product Owner, Product Manager, etc. Et les certifications, sur les certifications, donc c'est assez simple. Donc déjà, pendant les formations, on vous prépare bien. On fait évidemment la formation avec des cas pratiques pour que vous ressortiez avec les clés pour implémenter du safe derrière. Mais on fait aussi les questions tout au long de la formation pour vous habituer à la certification, réviser et réussir en fait la certification, qui se passe en ligne, 45 questions, 90 minutes. Voilà, donc du coup c'est assez rapide. Bon, il y a un peu de bachotage, il faut s'investir, il faut s'impliquer un peu, mais ça se passe très bien, on a un très bon taux de réussite, pour ne pas dire pratiquement 100% de réussite à l'examen, donc du coup, et une bonne culture en fait, hein, ça légitime également les compétences pour pouvoir faire du safe derrière. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop longue. Je ne sais pas, du coup, Ludovic, si j'ai tenu dans le timing. Bon timing. Niveau question, ça a été plutôt calme en question. Donc je vais plutôt lancer le questionnement. Par rapport à ce qu'on a vu, il y avait plusieurs étapes pour aller vers le modèle. Et voilà, on a bien rappelé un peu les prérequis. Mais pour le meilleur scénario en termes de conduite du changement, est-ce qu'on doit former la base? Est-ce qu'on doit faire des séminaires pour les cadres? Parce que souvent, la base peut être prête et pas forcément la direction. En termes de conduite du changement, quel est un peu le meilleur mode opératoire? S'il y en a un, bien sûr. Oui, il y en a un. Donc, ça fait partie de cette roadmap d'implémentation. Et effectivement, nous formons d'abord les managers avant de former la base. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les managers aient compris, puissent porter la bonne parole et deviennent relais en fait, de l'accompagnement du changement sur le terrain. Donc, c'est eux qu'il faut former en premier, en effet. Donc, ce qu'on fait, c'est que une fois que la décision est prise en fait, d'implémenter à l'échelle l'agilité, on prépare une coalition pour le changement, c'est-à-dire une petite équipe donc de coachs, de Scrum Master, enfin de gens qui vont faciliter en fait l'implémentation. Et puis donc on fait une grosse formation et entre guillemets évangélisation auprès du management, ensuite auprès des équipes. On forme un train, donc on prépare un premier train sur un projet pas trop compliqué non plus, hein, faut pas se lancer sur quelque chose de trop casse-gueule, on va dire. Donc on montre comment ça marche, on montre qu'on obtient des résultats rapides et du coup on peut accélérer le mouvement pour pouvoir lancer d'autres trains et vraiment obtenir cette culture à long terme en fait d'agilité à l'échelle. D'accord. Mais justement, je vais peut-être rebondir pendant que tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et poser la question ou à poser votre question dans la partie commentaire. Mais on évoque les managers, mais vis-à-vis du voilà, le dirigeant, fondateur ou pas, mais un codir versus manager, est-ce que d'un point de vue décisionnel et après mise en œuvre, est-ce qu'il y a une distinction entre les deux? Alors justement, donc l'idée c'est vraiment de gommer les frontières, hein. C'est-à-dire que on est de bout en bout de la chaîne depuis effectivement le top management et les décisions stratégiques et leur traduction opérationnelle sur le terrain. Donc du coup, on a ce niveau portefeuille, hein, le niveau portfolio, qui repose en fait sur le top management, sur la direction stratégique. On va sortir en fait des business plans qui vont s'appuyer en fait sur ce qu'on appelle des épiques. Les épiques sont comme des projets, hein, des initiatives qui sont ensuite, donc on va bien sûr du coup les assortir d'un financement, d'un budget lean, sachant que ces budgets vont être fluctuants en fonction des besoins de chacune des épiques. Donc il y aura une répartition en fait en cours de route, hein, c'est ça qui est bien, c'est aussi l'agilité financière, hein, donc sur les budgets. Et puis, donc, du coup, à partir de là, eh bien, on va répartir ces épiques dans des chaînes de valeur
Et ces chaînes de valeur, on va les structurer en trains et les trains vont délivrer en fait l'objectif stratégique de façon opérationnelle. Donc, du coup, on a vraiment le bout en bout de la chaîne. Hein. Donc, c'est ça qui est bien, c'est qu'on ne perd pas l'idée et on se réfère à chaque PI planning. Hein, on aura la présence, en fait, pourquoi pas du CEO qui vient, qui réexplique la vision, pourquoi on est là, on redonne du sens, on embarque tout le monde. Et du coup, voilà, les équipes se sentent responsabilisées, même au plus haut niveau. Hein. Donc, c'est ça qui est bien. On fait partie de l'histoire. Et ce train, est-ce qu'il a une... est-ce qu'on... il y a une première question, mais je vais juste finir sur la mienne. Ce train, est-ce qu'il a une durée moyenne recommandée? Parce que j'imagine un train au sein d'une multinationale, d'un grand groupe, hein, 440, versus une PME. Est-ce qu'on est sur des trains différents en termes de durée ou pas spécialement? Alors, du coup, un train, on est d'accord, c'est un ensemble d'équipes agiles. D'accord? C'est pas une durée. Donc, on a un ensemble d'équipes agiles qui travaillent ensemble pour une durée qui se compose de plusieurs PI, donc de plusieurs programmes incréments. On peut avoir 8, 10 PI, hein, donc ça nous fait, ben voilà, donc du coup, on peut être sur un projet qui va durer 2 ans. Voilà. J'en ai pas vu des plus longs que ça, mais oui, 2 ans, c'est à peu près. Évidemment, on a des releases, hein, on a des sorties, des mises en production, et puis on va intégrer, bien sûr, du coup, tous les aspects TMA, la maintenance hein, et la maintenance évolutive en fait de ces applications, et on aura intérêt, évidemment, à préserver les équipes, hein, parce que si les équipes qui ont fait le build vont être plus capables de faire le run, hein, c'est-à-dire d'exploiter et de maintenir en fait l'application. Donc on va probablement garder ces trains hein, tant que l'application en fait soit mûre en tout cas. Oui. Merci de cette précision. J'ai une question de Frédéric qui nous indique quels sont les prérequis pour accéder à la certification SPC. Alors pour être SPC, il faut déjà être Safe Agilist. Et donc, la formation SPC, elle est uniquement en anglais. Sur 4 jours, elle est assez demandeuse, on va dire. C'est une grosse certification. Hein. C'est à l'échelle, en termes d'effort, pratiquement autant qu'un PMP. Voilà. C'est une grosse certification. D'accord. Donc Frédéric, il doit être déjà certifié. Par la base. Et puis après, pratiquer un peu et censé peut-être sur la SPC. D'accord. Donc là, parmi les participants, on a des personnes qui ont fait des formations Scrum Master, Product Owner. Est-ce qu'il y a besoin peut-être d'un certain temps pour mettre en pratique ou est-ce qu'il est déconseillé ou conseillé d'aller directement vers Safe? Alors après, ça dépend à chacun la capacité d'absorber toute cette masse d'informations, parce qu'il y a quand même beaucoup de concepts. C'est mieux d'avoir pratiqué entre-temps, c'est clair. Maintenant, c'est faisable. Hein. On le fait. C'est vrai que là, j'ai enchaîné des groupes sur lesquels on allait donner des formations Scrum et 3 semaines plus tard, une formation Safe. C'est un challenge hein, quand même. Mais bon, c'est jouable. Oui, après, on a je pense à certaines personnes qui sont là et qui sont notamment en projet il y a une personne qui est en projet de reconversion et quand on a quelques mois devant soi, ça permet de valoriser des compétences ou des connaissances que l'on aurait eues dans une vie professionnelle antérieure. Oui. Ok, je ne sais pas s'il y a des questions supplémentaires par rapport à déjà au point que l'on a évoqué. Vous pouvez ouvrir le micro ou les poser directement. Et sinon, moi, je terminerai peut-être par une question. On a beaucoup évoqué la notion plutôt de
on a pris l'exemple du train avec la partie logicielle, etc. Quand on est dans un contexte industriel, par exemple, ou d'ingénierie, est-ce qu'il y a des retours d'expérience ou des spécificités dans la mise en œuvre? On peut tout à fait travailler de façon agile, même dans ces secteurs-là. De toute façon, du coup, on connaît le lean manufacturing, hein, c'est la même chose. Tout ce qui est supply chain, etc., bien entendu, hein, ça s'agilise très facilement, puisqu'en fait, on comprend qu'il faut agir de bout en bout de la chaîne comme une ligne de production, donc c'est relativement facile à mettre en place. Il peut y avoir des sujets, par exemple, j'ai accompagné un groupe d'assurance pour mettre en place des nouveaux contrats d'assurance. Donc, ce n'était pas forcément IT, même si ultimement, évidemment, il y a forcément de l'IT parce qu'on va faire un parcours client digitalisé, mais c'était vraiment la nature même du contrat, ce qu'il y avait dedans, qu'est-ce qu'on proposait en fait. Et c'était hyper intéressant parce qu'on a fait travailler donc des juristes, hein, pour travailler les clauses du contrat, des actuaires pour voir du coup si on s'y retrouvait au niveau financier, évidemment. Il y avait donc des gens du marketing, des gens de tous les réseaux, donc des courtiers, des agents généraux. Et donc, c'était vraiment très intéressant de faire des équipes pluridisciplinaires comme ça pour travailler en fait sur des aspects du contrat qu'on mettait en commun. Donc voilà un type d'agilité à l'échelle, hein, avec des équipes cross-fonctionnelles sur certains aspects en fait d'un contrat. On va embarquer toutes les couches juridiques, marketing, commercial, production, IT, qui vont travailler ensemble pour délivrer une partie du projet, une brique, hein, un incrément, avec en coordination avec d'autres équipes qui travaillent en fait sur d'autres aspects du contrat. Donc ça, c'est vraiment génial. Et typiquement, c'est voilà, il ne faut pas croire que l'agile, c'est que pour l'IT et ça embarque pas d'autre chose. Non, non, c'est vraiment un tout. Maintenant, c'est vrai que aujourd'hui, dans tous les business, il y a forcément des briques IT. Donc, on est assez bien aligné en fait sur leur mode de fonctionnement. Et j'ai une dernière question qui me vient comme ça. Est-ce qu'il y a des success stories en termes d'agilité à l'échelle en France au niveau d'entreprises qu'on prend souvent comme exemple de réussite? Parce que si le train dure 2 ans ou un type de projet à ce niveau-là, est-ce qu'aujourd'hui on a des success françaises majoritairement sur lesquels on pourrait Oui, lire, s'inspirer bien sûr. avant de décliner ça au niveau de son entreprise? Tout à fait. Je vais vous surprendre, hein, c'est pas quel vous pensez forcément. Il y a Pôle emploi. Pôle emploi était un précurseur de SAFe. On est très très agile en fait, justement sur. Ils ont fait une refonte complètement de leur système d'information et voilà, ils font référence en fait, ils sont très 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 mûrs, hein, parce que assez anciens du coup sur les pratiques de SAFe. Nous avons également La Poste, le groupe La Poste, très performant aussi en agile. Voilà, donc aussi bien agile unitaire ou agile à l'échelle, agile coordonné. Donc il y a une belle maturité aussi agile. Voilà, puis après, bon, il y a beaucoup d'établissements bancaires, hein. La BPE, la BPI. La BPI est intéressante parce que anciennement culture lean, donc pas eu trop de difficultés en fait du coup à transiter vers du lean agile, hein, donc du coup du safe, parce qu'ils avaient déjà cette culture d'excellence opérationnelle, donc c'est déjà assez intéressant. Puis ils sont un peu plus petits que d'autres banques. Bon, la BNP, Crédit Agricole, plus Spotify, en plus orienté Spotify. BNP, un peu de mix de tout aussi, hein. On a du lean, du safe puis et du Spotify aussi. Et Société Générale, Spotify et safe. La BPCE également, nouveau sur l'agile à l'échelle, en safe. Orange, Orange, par exemple, qui a une très belle maturité agile
Après, un peu de cadre, un peu de difficulté sur la transfo, hein, c'est-à-dire, en fait, on a encore beaucoup de. C'est normal, hein, c'est complètement normal. Hein. Là, Orange vise une vraie transformation de l'ensemble de son organisation par rapport au challenge de la nouvelle télé, nouveau mobile, nouveaux services, uniformité en fait des interfaces clients, etc. Donc énormément d'enjeux en fait qui doivent être pilotés à l'échelle et qui nécessitent une transformation complète du groupe. Donc du coup, il y a déjà plusieurs trains, je crois qu'il y a à peu près 13 trains qui sont déjà en place chez Orange. Donc c'est un des groupes les plus avancés. Mais après, il y a aussi des équipes qui continuent à travailler en cycle en V parce que historiquement ils sont comme ça ou parce que leur domaine d'application se prête plus à travailler en cycle en V. Donc du coup, quelques harmonisations à faire, aussi des compréhensions sur les rôles. On est en plein dedans. Voilà, on est en plein dedans. Mais voilà, c'est vraiment des challenges intéressants. En tout cas, en tant que coach agile, c'est vraiment passionnant parce qu'il y a le côté humain, évidemment, en numéro un, il y a le côté process, il y a le partage de cette culture, cette collaboration à mettre en place, cette énergie à pulser. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est un joli terrain de jeu. Voilà, on va Très dire. bien. Moi, en tout cas, je pense qu'il n'y a plus d'autres questions. Puis on est arrivé, on a dépassé le temps imparti. Moi, je tenais à te remercier de ce retour d'expérience, de cette explication, parce que aussi les personnes étaient là pour apprendre. Et puis, je vais te proposer le petit mot de clôture pour de dire venez voir la safe, je sais pas, voilà. Je te laisse le mot de la fin et je donnerai rendez-vous à tout le monde pour nos prochains webinars. Très bien. Ben, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide et suffisamment claire. En tout cas, que je vous ai donné un petit peu envie d'en savoir plus. Et bon, pendant les formations, on s'amuse bien aussi. On a des jeux agiles. On essaye de pratiquer tout en étudiant, tout en révisant. Et c'est dans la bonne humeur. Voilà. Donc, au plaisir de vous revoir lors des prochaines formations. Voilà, et on a Voilà. eu que Très des bonne soirée. retours, plein de petits retours positifs et des remerciements. Donc je pense qu'on a répondu aux attentes des uns et des autres. Bonne soirée à toutes et à tous Merci. Merci. Au et à revoir. bientôt. Au revoir.